Bonjour à tous. Je me présente, moi je suis Sami Zerara, je suis un élève en terminale 5 et je suis la spécialité HGSP. Dans le cadre de cette spécialité, nous abordons le thème histoire et mémoire et dans ce contexte-là, nous organisons aujourd'hui cette table ronde pour parler de vos mémoires familiales. Je suis accompagné aussi avec Alice. Oui, bonjour. Alice Gustin, du coup, aussi dans la même classe et suivant également la spécialité HGSP. Et cette table ronde est rendue possible grâce à Madame Lamotte, Madame Préza et Madame Quintner. Je tiens aussi à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous prenez pour venir nous raconter votre histoire. Alice va commencer par enchaîner par... Je vais vous présenter un peu rapidement ce qu'on va faire. Donc, tout d'abord, il y aura une présentation des élèves, du coup, de chacune de vos histoires que vous allez raconter par un ordre chronologique. C'est-à-dire que d'abord, on va commencer par le génocide arménien, ensuite par la Shoah, ensuite par la Nakba et enfin par le génocide rwandais. Du coup, ça sera un premier temps, ça durera au maximum 10 minutes, 2 minutes 30 à peu près par chaque élève, donc du coup une très courte présentation. Ensuite, nous, on va vous poser des questions plutôt générales que vous allez essayer de répondre. On s'excuse par avance si on va devoir un peu écourter votre présentation, mais c'est pour que après les élèves puissent au mieux poser les questions qu'ils ont préparées avec leur groupe. Voilà, donc du coup en troisième temps avec les questions des élèves, bien sûr. Donc première question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de votre événement, de la mémoire de ce qui vous lie à celui-ci. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et donc nous dire vous êtes lié à quel événement et après vous répondrez en disant oui, comment se conserve la mémoire de cet événement et les traces qu'elle a laissées au sein de votre famille. Vous pouvez commencer. Alors, bonjour, je m'appelle Aref Bayvertian, j'ai 24 ans, je suis arménienne d'Istanbul, plutôt ma famille, mais moi je suis née à Vienne. Mes parents ont immigré il y a 30 ans presque pour étudier ici et pour surtout avoir une meilleure vie. Parce que en tant que minorité en Turquie, surtout en tant qu'Arménien, c'est pas facile à bien réussir sa vie. C'est pour ça que nous vivons ici, mais j'ai passé vraiment tous mes étés à Istanbul auprès de ma famille. Donc, en même temps, je suis très attachée à Istanbul aussi, sachant très bien que je suis arménienne, mais ce n'était pas tout à fait facile à chaque fois. Bonjour, je m'appelle Valérie Tau, j'ai 22 ans et je suis juive d'Autriche, de Vienne surtout. Ma famille, depuis des années 1800, on habite en Autriche, on habite à Vienne. Ce qui est un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, que ma famille est juive d'Autriche et pour nous c'est notre patrie, c'est notre pays natal. Du coup, l'histoire de ma famille, elle est liée à la Shoah malheureusement. Et oui. Bonjour, je m'appelle Nadine Saïd Mustafa, je suis palestinienne, j'ai 49 ans. J'ai eu le privilège de passer mon bac dans cette école, en fait de faire toute ma scolarité dans cette école et mes 3 enfants sont ici aussi. Je suis venue en Autriche lorsque j'avais 4 ans. Mes parents travaillaient pour les Nations Unies et je suis née au Liban. Mais mes parents se sont en fait réfugiés au Liban après la Nakba. Donc nous allons parler, je pense, de la Shoah et aussi de la Nakba. Et donc mes parents sont arrivés, ont quitté la Palestine et sont arrivés au Liban. Ils se sont rencontrés au Liban et finalement, mon père a travaillé pour les Nations Unies pour la UNRWA, c'est la United Nations Relief Work Agency for Palestinian Refugees, qui avait un headquarter au Liban. Lorsque malheureusement la guerre a éclaté au Liban, donc mes parents ont été mutés en Jordanie pendant 2 ans. Et puis finalement, grâce à M. Kreisky, heureusement qu'à l'époque, il a construit les Nations Unies à Vienne, il a demandé à toutes les organisations de venir en Autriche. Ce qui a fait le bonheur donc, de la UNRWA, parce que donc, à cause de ça, j'ai pu grandir en Autriche, à la Atombehörde, à l'UNOV, il y a plein d'organisations qui se sont implantées en Autriche à cause de ça. Et donc ma famille a eu la très 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 grande chance, et je considère que vraiment c'est la clé des champs, la clé du paradis de pouvoir grandir en Autriche à Vienne. Et donc j'ai traduit donc cette tradition palestinienne à mes enfants parce que mon mari est autrichien. Mais je suis très fière du fait que mes 3 enfants parlent, lisent et écrivent l'arabe. Merci. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Yves Atungimana. Je voudrais commencer par vous remercier pour cette initiative qui est excellente. J'en parlais tout à l'heure à Madame Lamotte sur le besoin de transmettre
l'histoire et que c'est important et que c'est bien utile que vous y soyez intéressés. Donc, comme je disais, moi, je suis lié au génocide qui a eu lieu au Rwanda. Je voudrais juste apporter une correction. On ne dit pas génocide rwandais, c'est juste une faute de terminologie. On parle de génocide perpétré contre les Tutsis. Car les Tutsis sont une minorité qui a été directement ciblée et dans un génocide qui était planifié depuis de longue date. Mon histoire est que moi, tout le monde a donné son âge, alors je vais... Normalement, ça se fait pas. Bon, j'ai 50 ans et mon père était diplomate. Donc j'ai quitté le Rwanda à l'âge de 8 mois avant d'y retourner à 17 ans. Pourquoi je donne cette précision? C'est que nous, en grandissant, on n'a pas été sensibilisés à cette distinction d'ethnie. Donc on représentait le Rwanda et on se considérait comme Rwandais. Même si on est issu de deux ethnies différentes, mais on n'a jamais été considéré comme tel. Donc à notre retour au Rwanda, j'avais presque 17 ans. La guerre a commencé en 90. Par chance, j'avais pas encore 18 ans pour être enrôlé de force dans l'armée. Donc la guerre a duré pendant près de 3 ans, avec des persécutions, des attentats, etc., avant d'aboutir sur le génocide qui a été déclenché par l'attentat perpétré contre l'avion du président. À cette époque, moi, j'étais à l'université, mais en Italie. Donc, j'ai vécu le génocide à distance, avec les moyens et les médias qui existaient à l'époque, alors que ma famille était encore sur place. Je pourrais aller dans les détails plus tard, je ne vais pas monopoliser la parole. Mes parents étaient sur place, ma petite sœur, qui était en terminale, à ce moment-là, me disait que nous sommes 3 dans notre famille. Mon petit frère est plus grand que moi en taille. Il disait que si vous aviez été là, sur place, vous auriez été tués. Donc, quelque part, on est des survivants par procuration. Voilà, je ne vais pas aller plus loin et j'ai hâte que vous posez vos questions et on pourra... Je voudrais juste encore préciser 2 choses. Tout en saluant l'initiative, il y a eu beaucoup des génocides qui ont été perpétués au courant du XXe siècle et du XXIe qui continuent. Le premier génocide du XXe siècle, je ne sais pas si on vous en a parlé, c'est Herero et les Nama. Il y a un film allemand qui est en train de sortir. Nous le verrons le 22 exactement. mai. Parfait. On va le voir le 22 mai. Et on parle de ce premier génocide qui a été un terrain d'expérimentation pour les nazis par après, pour utiliser les chambres à gaz et autres. Et le dernier génocide du XXe siècle, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Donc voilà. Merci encore. Pour terminer la table ronde, est-ce que vous nous permettez de dire quelques mots, Madame Lamotte et moi? Moi, je voudrais vous parler une petite minute de la jeunesse de ce projet et de cette rencontre, qui est... je vais vous parler un petit peu de l'anecdote, puisque j'étais chez le médecin, et en regardant la presse, et mon allemand ne me permet pas de lire entièrement, je suis tombée sur une coupure de presse où j'ai reconnu une maman d'élève. Et donc, j'apprenais par cette coupure de presse que Madame Sayeg était aussi écrivaine et qu'elle avait donc raconté l'histoire de sa famille par cet ouvrage. Donc, je lui ai écrit par l'intermédiaire de Bénédicte et nous avons échangé sur la possibilité de faire une rencontre avec les élèves. Et travaillant cette année avec Madame Lamotte, donc je n'ai pas les terminales, les secondes ne traitent pas cette histoire du XXe siècle au programme. Donc nous avions au départ nous avions pensé n'aborder que la question que vous traitez dans le livre. Et il était intéressant justement d'associer des élèves de plusieurs générations. Donc là, vous avez vu
par l'âge et par les histoires que, évidemment, les adultes ont une histoire plus nourrie. Mais vous allez aussi nous parler de votre famille. Hein, c'est vous les relais. Et après, ce sont nos élèves les relais de ces histoires. Donc voilà, je suis très contente que finalement, après toutes nos discussions, nous ayons pu vous inviter tous à cette table ovale, on va dire, hein, pas ronde. Madame Lamotte. Oui, moi je voulais surtout vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de venir, parce que finalement vous nous livrez des histoires personnelles, vous nous permettez de rentrer dans votre intimité avec des témoignages, des souvenirs. Ça n'a rien d'évident. Et l'histoire, c'est une science souvent bien froide, bien distante, nourrie de chiffres, d'idéologies abstraites, de causes, etc. Et en la confrontant à vos mémoires, tout d'un coup, elle prend chair et elle est incarnée et elle prend peut-être beaucoup plus de sens de cette manière-là. Et c'est pour ça que je crois que ces rencontres sont très précieuses. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. On va maintenant passer à la courte présentation donc, des différents événements. Je vais inviter la personne du groupe arménien, enfin de l'Arménie, Amandine, à venir présenter le génocide. Du coup, bonjour à tous. Je suis ici donc, pour vous présenter le génocide arménien, qui est donc également connu sous le nom de massacre arménien. Il était un crime contre l'humanité qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1916, sous l'Empire ottoman, donc l'actuelle Turquie. C'est un des événements les plus tragiques et controversés de l'histoire du XXe siècle. Le génocide arménien a été perpétré par le gouvernement ottoman, dirigé par les Jeunes Turcs, un groupe nationaliste et ultranationaliste. Il a été planifié et mis en œuvre en plusieurs phases. La première phase a commencé en 1915 avec l'arrestation et la déportation de milliers d'Arméniens, principalement des intellectuels, des politiciens et des leaders communautaires. Ils ont été exécutés sommairement, marquant le début d'une campagne systématique d'extermination, dont la preuve est le télégramme de Talat Pacha, qui donc est la preuve d'un génocide systématique contre le peuple arménien. La deuxième phase du génocide arménien a consisté en la déportation forcée de la population arménienne vers des régions isolées du désert, sans nourriture ni eau et sans aucune mesure de protection. Les déportations étaient souvent accompagnées de massacres, de viols, de pillages et de tortures. Les déportés étaient soumis à des conditions inhumaines et la grande majorité d'entre eux sont morts de faim, de maladies ou ont été tués. Le génocide arménien a également été marqué par des atrocités telles que les massacres de masse, les viols, les enlèvements d'enfants et la conversion forcée à l'islam. Les femmes et les filles arméniennes ont été particulièrement ciblées, nombre d'entre elles étant violées, enlevées et vendues comme esclaves sexuels. On estime que près de 1,5 million d'Arméniens ont péri pendant le génocide, soit plus de 75% de la population arménienne de l'époque. Des milliers d'autres ont été contraints de se convertir à l'islam pour échapper à la mort. Des villes et des villages entiers ont été dévastés et des biens arméniens ont été confisqués. Pendant de nombreuses années, le gouvernement turc a nié le génocide arménien et a tenté de minimiser ou de dissimuler les atrocités commises. Cependant, la plupart des chercheurs, des historiens et de nombreux pays dont la France, les États-Unis, le Canada et de nombreux autres pays reconnaissent officiellement le génocide arménien. Les descendants des victimes du génocide arménien, dont nous avons une ici présente, continuent de demander justice et réparation pour les atrocités commises contre leur peuple. Malgré les déclarations de reconnaissance de certains pays et les efforts des organisations arméniennes pour faire reconnaître le génocide arménien au niveau international, la Turquie continue de nier officiellement l'existence du génocide et de s'opposer à sa reconnaissance. Cela reste un sujet de contentieux diplomatique entre la Turquie et de nombreux pays, ainsi qu'un enjeu majeur pour la diaspora arménienne dans le monde. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que c'était Gabriel pour la Shoah. Donc bonjour, je m'appelle Gabriel et avec mon groupe nous avons travaillé sur la Shoah, sur laquelle je vais vous donner un rapide aperçu. Donc la Shoah signifie catastrophe en hébreu et elle détermine la volonté du régime nazi d'éradiquer les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut considérer qu'elle commence en 1940 avec la création de ghettos, notamment en Pologne, et puis elle se
Elle continue avec en 1941 la mise en place de Einsatzgruppen, qui étaient des commandos des nazis pour tuer les juifs, notamment en URSS aussi. Et puis, lorsque Hitler considère que cette manière d'éradiquer les juifs n'est pas assez rapide, il va mettre en place la solution finale pendant la conférence de Wannsee en 1942, excusez-moi. Du coup, avec les camps de concentration pour tuer les juifs de manière systématique. Les causes pour cette idéologie nazie sont le traumatisme de la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne qui crée une instabilité politique et économique en Allemagne. De plus, l'antisémitisme était déjà répandu en Europe avant la montée d'Hitler, et de nombreux dirigeants européens se sont attachés à l'idéologie d'Hitler et ont participé à la persécution des Juifs. La propagande nazie a également joué un rôle dans la mobilisation de la population allemande contre les Juifs. Maintenant, pour les chiffres de ces génocides, environ 40% des Juifs du monde ont été tués lors de ce génocide, ce qui correspond à 6,2 millions de personnes, dont 1,5 million d'enfants. Il y a eu 24 camps de concentration principaux, mais plus d'1 millier de camps de concentration plus petits, dispersés dans tous les parties annexées par l'Allemagne. Les conséquences à long terme sont du coup une remise en question des valeurs et des croyances sur les droits de l'homme et la dignité humaine. Et ça a mené aussi à la création de l'État d'Israël en 1948, qui a un impact géopolitique dans la région et dans le monde toujours encore aujourd'hui. Donc merci. Après Patrick, pour la Nakba. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Janssen et je vais vous présenter la Nakba. La Nakba est un événement fondateur de la mémoire collective palestinienne. Le mot Nakba en arabe veut dire catastrophe et il désigne l'expulsion violente d'environ 3/4 de tous les Palestiniens de leur maison et de leur patrie par la milice zioniste et l'armée israélienne lors de l'établissement de l'État israélien. Durant les 26 ans de mandat britannique, c'est-à-dire 1922 jusqu'à 1948, la Palestine devient le foyer d'un conflit aux répercussions internationales. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'ONU décide d'accorder aux Juifs une nouvelle terre où ils pourront vivre sans être persécutés. Cette terre est la Palestine, là où vivait déjà un peuple. Tout de même, le 14 mai 1948, nous voyons la naissance de l'État d'Israël. Et en revanche, l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Transjordanie et l'Irak refusent de reconnaître l'État d'Israël et entrant en guerre avec celui-ci dès le 15 mai 1948. Les combats qui ont suivi le plan de partage de l'ONU en 1947, la création de l'État d'Israël en 1948 et la première guerre israélo-arabe ont conduit de nombreux Palestiniens à fuir leur terre. Environ 900 000 Palestiniens ont dû fuir leur maison pour se réfugier au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et à Gaza, vivant dans des conditions misérables. De nos jours, rien n'a encore été réglé car Israël refuse d'accueillir les Israéliens malgré les recommandations de la résolution de l'ONU. Ce matin, nous avons la chance d'accueillir Nadine Sayegh, auteure du livre... je vais lire... Ah, c'est bien, c'est en anglais. Du livre Oranges from Jaffa, A True Story About the End of the Golden Age of Palestine, ce qui donne en français plus ou moins Orange de Jaffa, une histoire vraie de la fin de l'âge doré de Palestine. Merci beaucoup. Dans son livre, Madame Sayegh raconte comment son père, Nicolas Sayegh, a vécu les événements des années 1940. À présent, Nicolas est un enfant d'une famille vivant dans l'actuel Tel Aviv-Jaffa. Et d'un côté, à travers ce regard enfantin, l'auteur nous permet de découvrir ce côté paradisiaque et merveilleux qui est la ville de Jaffa. Mais aussi d'un côté, il cache toute l'ampleur de la Nakba, car cet enfant est si innocent qu'il n'arrive pas à complètement saisir les événements qui se passent durant cette époque. Et Nicolas, tout comme d'autres réfugiés, je suppose, quitte le paradis, confus et peut-être même
inquiets de leur futur qui n'est pas du tout assuré. Merci Patrick. Et maintenant, Aloïs va nous présenter le génocide contre les Tutsis. Bonjour à tous, je suis Aloïs Le Schleiter et je vais faire un petit rappel des faits et recontextualiser concernant le génocide des Tutsis au Rwanda. Excusez-moi si je perds mon latin ou il y a certaines inexactitudes. Alors, le génocide des Tutsis au Rwanda fut l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire contemporaine. On estime qu'entre 800 000 et 1 million de Tutsis et Hutus modérés furent tués par des extrémistes Hutus. Le Rwanda, pays enclavé situé dans la région des Grands Lacs africains, était composé avant le génocide majoritairement de Hutus à hauteur de 85% et également de Tutsis à hauteur de 14%. Traditionnellement, avant la colonisation allemande puis belge, les Hutus sont des cultivateurs et les Tutsis des propriétaires, des éleveurs. Donc ensuite, en 1896, suite à la conférence de Berlin, le Rwanda devient une colonie allemande et c'est à partir de ce moment-là que ces deux groupes qui parlaient la même langue et étaient issus du même peuple deviennent vraiment des ethnies classifiées. Ensuite, avec la colonisation belge, les Tutsis deviennent une sorte d'aristocratie. Ils ont un rôle privilégié jusqu'en 1959 avec la révolution sociale. La majorité Hutu prend le pouvoir et les Tutsis deviennent discriminés. En 1962, le Rwanda devient une colonie, devient indépendant jusqu'à aujourd'hui. Pardon. Pendant les décennies qui suivent l'indépendance, les Tutsis sont fortement discriminés, ce qui amène environ 300 000 Tutsis à se réfugier dans les pays voisins, comme par exemple l'Ouganda. En 1990 débute la guerre civile rwandaise qui oppose les Tutsis du Front patriotique rwandais de Paul Kagame au gouvernement rwandais de Juvenal Habyarimana. La guerre civile se termine en 1993 avec les accords d'Arusha qui prévoient une intégration politique des Tutsis au Rwanda. Néanmoins, en 1994, le soir du 6 avril, le Falcon présidentiel de Juvenal Habyarimana est abattu, il trouve la mort. Ça sert de prétexte aux Hutus extrémistes pour débuter le génocide rwandais. Dès le 7 avril, les Hutus modérés au pouvoir sont éradiqués. Le génocide dure une centaine de jours. Il se distingue des précédents génocides par l'intensité, par la rapidité aussi, en seulement une centaine de jours. C'est environ 8000 personnes qui sont tuées chaque jour en moyenne. Donc oui, c'est environ 1 million de Tutsis et Hutus modérés qui sont tués. La guerre civile se termine en juillet avec la victoire du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Aujourd'hui, les cicatrices du génocide sont encore palpables dans la société rwandaise. Et voilà, merci. Donc je vais enchaîner. Donc première question. Donc vous nous aviez dit tout à l'heure que chaque été vous retourniez en Arménie pour Non, pas en Arménie. Où ça? À Istanbul. Ah, Istanbul, pardon. Ouais. Pardon. Autant pour moi. Et donc du coup je me demandais donc est-ce que vous pouvez plus nous parler de comment s'est faite la conservation de la mémoire de votre événement au sein de votre famille? Donc par quels moyens? Est-ce que vous faisiez des voyages? Est-ce qu'on en parlait à la maison? Est-ce que vous pouvez plus nous expliciter sur ça? Oui, alors comme je disais, ma famille a grandi, alors mes parents et leurs frères et sœurs ont grandi tous à Istanbul. Et mes grands-parents à l'époque vivaient là-bas aussi et nous avons rendu visite vraiment chaque été. C'était toujours fixe et parfois aussi pendant les vacances de Noël ou de Pâques aussi. Et je savais toujours que j'étais arménienne, mais en même temps on était toujours à Istanbul, donc auprès des Turcs qui avaient, ou leurs ancêtres, qui avaient commis le génocide. Et nous, je me souviens que j'avais
je parle le turc aussi, et j'avais uniquement le droit de parler arménien à la maison. Dans les rues, on parlait turc. Je crois que c'était toujours cet instinct de se cacher un peu, de ne pas trop montrer qu'on était arménien. Parce que déjà, notre prénom et notre nom de famille nous trahit aussi un petit peu. Donc, on ne parlait pas arménien dans les rues, on parlait toujours turc. Et après, comme j'ai dit, je suis très attachée à Istanbul aussi, mais en même temps, c'est aussi auprès des autres Arméniens de l'Arménie ou de l'Iran ou de Syrie aussi, qui parfois ne nous considèrent même pas comme Arméniens. Ils disent qu'on est des Turcs presque. Donc il y a aussi un peu cette bataille entre nous. Voilà, et aussi pour mes camarades aussi, c'était toujours très difficile de comprendre que j'étais arménienne, mais que je voyageais justement pas en Arménie. J'ai été une fois, et ça c'était pendant un grand événement. Donc pour moi, quand même, c'est Istanbul quand je pense à des Arméniens. Parce que c'est qu'à Istanbul que j'ai vu des Arméniens, ou plutôt ma famille. Donc il y a toujours cette confusion aussi pour les autres. Alors que pour moi, c'était toujours très clair que j'étais arménienne. Et quand quelqu'un me disait « alors t'es turque ?» et je sais que j'étais toujours « non, pas du tout, au contraire, tu peux pas me dire ça. » Voilà, c'est un peu ce que j'ai hérité, je crois. Ce que j'ai vu aussi dire mes parents. Parce que mon papa, il a dit qu'il avait vraiment eu une enfance difficile à Istanbul parce qu'il a été toujours souvent insulté. En tant que chrétien et parce qu'il n'était pas musulman. Voilà, c'est quelque chose inconsciemment que j'ai hérité aussi, je crois. Merci. Est-ce que vous pouvez répondre? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment, au sein de votre famille, on parlait de... Donc, vous, c'est à Shoah, c'est ça? Oui. Oui, donc, comment on en parlait? Est-ce qu'il y avait des anecdotes? C'était quoi comment on a fait? Comment la mémoire s'est-elle transmise au fur et à mesure des générations, puisque la particularité des Juifs est qu'elle est également un peuple, mais également une religion. D'accord. J'ai grandi au sein d'une famille extrêmement traumatisée, avec un arrière-grand-père qui s'est caché à Vienne jusqu'en 1942, puis qui a été déporté à Mauthausen, qui a survécu et qui a été libéré, avec sa fille, ma grand-mère, qui a fui Vienne en 1939 pour aller aux États-Unis, où elle a rencontré mon grand-père qui, lui, a libéré la France en tant que soldat américain en 1944. On parlait beaucoup de la Shoah, mais rarement de ce qui s'était passé à ma famille. Ils étaient incapables d'en parler, ils étaient extrêmement traumatisés. Je pense que tous les traumatismes que mes grands-parents ils ont vécu et mon arrière-grand-père, ils se sont transmis sur mon père, qui lui les a transmis à moi et mon frère. Mon père, il est très très prudent. Il dit rarement qu'il est juif. Et pendant un grand moment, il nous a interdit de le dire aux autres, de porter... On n'est pas une famille religieuse, on a toujours été une famille séculaire. Mais quand j'ai décidé à mes 14 ans de porter une toile de David, il n'était pas content. Et c'est aussi un peu cette ambiguïté pour mes grands-parents et mon arrière-grand-père, l'Autriche, ou Vienne surtout. C'est une nation qui lui a tout pris et qui a tout pris à notre peuple. Mais pour moi et mon frère, c'est un pays qui nous a tout donné. On a pu grandir en paix, en sécurité, en prospérité. Oui, c'est très compliqué aussi pour mon grand-père qu'on parle allemand. Pour lui, ça sera toujours la langue des nazis. Il n'a jamais voulu apprendre l'allemand quand ils ont réémigré en Autriche. Et oui, c'est au sein de ma famille aussi un peu des combats qu'on fait. Ouais. Okay, merci. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez... La même question à propos de la transmission de la mémoire de la Nakba, justement, puisque vous, c'est un peu plus proche, c'est votre père. Si tout à fait. Merci. Donc, moi, mes mémoires en ce qui concerne la Nakba, c'est en fait les histoires que mon père nous racontait lorsque nous étions petits-enfants à Vienne. Nous avons grandi donc à Vienne. J'ai 2 frères et donc tous les soirs, j'ai grandi à Vienne dans les années 80. Tous les soirs, mon père nous racontait les histoires avant d'aller dormir. Et en fait, ce que lui nous racontait, c'était ces histoires. Il nous racontait des histoires comme, si on peut dire, comme Tom Sawyer et Huckleberry Finn, simplement. C'était pas au Mississippi, au delta du Mississippi, mais c'était en Palestine.
Donc il nous racontait lorsqu'il partait avec ses copains dans les orangeries de son père, ou lorsque ils sont tous montés à bord d'une espèce de grande charrette qui était tirée par un âne, et qu'au fur et à mesure que cette charrette passait par le quartier où habitait mon père, il y avait une vingtaine d'enfants, et puis l'âne a commencé à glisser sur une pente, et puis au bout d'un moment, il m'a raconté, tu sais, la charrette était plus lourde que l'âne, et puis l'âne, c'était devenu l'âne volant, parce que les enfants étaient beaucoup trop lourds, et donc il m'a dit c'était absolument incroyable. On a tous sauté de la charrette comme des petits fous, on s'amusait comme des petits fous, on faisait plein de bêtises, et mon père faisait tellement de bêtises que finalement mon grand-père lui a donné un garde du corps, parce qu'il n'arrêtait pas de faire des bêtises et qu'il se bataillait, tout ça. Donc il avait une enfance très libre et très drôle, et c'était des histoires tellement extraordinaires que j'ai décidé, que ce sont donc les histoires que j'ai entendues avant de dormir. Et lorsque moi-même je suis devenue maman, que j'ai fondé ma propre famille, je me suis dit que j'aimerais vraiment transmettre ces histoires à mes enfants, parce que moi, comme vous, j'ai grandi en Autriche, j'ai grandi à Vienne, et comme vous, je pense que ce pays m'a beaucoup donné. Mais par rapport à vous, je ne vois aucune trace de ce qui s'est passé, de ce que la Nakba représente pour nous. C'est bien sûr, en fait, si vous voulez, une sorte d'aberration que je me retrouve à Vienne. Mon père est né à Jaffa. À l'époque, ce n'était pas encore Tel Aviv-Jaffa, c'était simplement Jaffa. Jaffa, c'est une ville plusieurs fois millénaire et arabe. À Jaffa, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs aussi, depuis très longtemps. Mais majoritairement, il y avait des Arabes, une population arabe. Et donc, je me suis retrouvée ici. Et moi, quand j'étais petite, comme vous, je n'osais pas parler l'arabe dans la rue avec mes parents. Maintenant, vous m'avez fait penser à ça. Parce que je ressentais que c'était très mal vu de dire que nous sommes palestiniens. Donc, c'était beaucoup plus simple pour moi de dire que je suis libanaise. Techniquement, je le suis aussi. Je suis née au Liban. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi, à l'époque, de dire que je suis libanaise. Parce qu'alors, on parlait d'aimer libanais, de Miss World. Dans les années 70, il y avait une Miss World. Enfin, de plein de choses comme ça et sympa. Que de dire que je suis palestinienne. Parce que c'était trop lourd, parce que personne ne voulait en parler, parce que nous étions à Vienne, et qu'à Vienne, on ne parlait strictement pas de ce qui était arrivé aux Palestiniens, parce qu'il me semblait que la mémoire de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale aux Juifs était trop lourde, et que c'était un sujet anathème. Et lorsque j'ai eu donc environ 30 ans, je dois dire que j'avais complètement assumé le fait qu'en fait, je suis palestinienne, et qu'il n'y a pas de honte à le dire, et que j'ai le droit de le clamer très fort. Et lorsque j'ai eu mes enfants, je leur ai parlé en français, parce qu'en fait, c'est presque plus facile pour moi, mais aussi beaucoup en arabe. Je leur impose des cours d'arabe toutes les semaines, qu'ils détestent, mais, prof d'arabe qui vient chez nous à la maison, mais au fin final, ils parlent tous les trois l'arabe, le lisent et l'écrivent, et surtout, ils sont fiers d'être palestiniens aussi. Mon mari est autrichien, donc ils se sentent autrichiens, mais ils se sentent palestiniens aussi. Et j'en suis très contente parce que leur enfance est complètement différente de la mienne. Moi, j'avais honte de l'être à un certain moment de ma vie, lorsque j'étais encore adolescente, une jeune femme. Et eux, ils le clament haut et fort. Et j'ai été très surprise lorsqu'un jour, ma fille m'a demandé est-ce qu'elle pouvait porter le même nom de famille que moi, plus tard, lorsqu'elle serait adulte. Je lui ai dit, Cathy, non, on ne va pas dire à papa ça parce qu'il ne va pas être content. Mais je me suis sentie, comment je vais dire, je me suis dit que j'ai fait, moi, un bon job de transmission de culture à mes enfants lorsque ma fille m'a demandé ça. Parce que mon nom de famille, mon nom de jeune fille lui plaisait. Et donc, pour revenir aussi à cette transmission, je travaille plutôt au centre-ville et j'habite pas loin de l'école. Et je vais donc tous les jours au travail à pied. Et je passe... on pourrait revenir un peu plus tard, mais ce serait bien qu'on puisse... Oui, bien sûr, bien sûr. I get carried away. La question de la transmission. Oui, c'est beaucoup plus récente du coup. Pour moi, ça va être difficile d'y répondre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai vécu le génocide par procuration ou à distance. Je suis issu d'une famille mixte, si on veut, avec un père Hutu et une mère Tutsi. Comme j'ai dit, j'ai quitté à 8 mois. Donc, lui étant ambassadeur, on a fait le tour de beaucoup de pays et au fur et à mesure qu'on grandissait, j'étais toujours identifié comme Rwandais. Mais jamais une distinction, et même à la maison, on n'en parlait pas.
C'est un jour, en allant en vacances, que un oncle, le petit frère de mon père, un homme brillant, vraiment brillant, avocat, qui a étudié qui était de la même promo que le président Chirac, qui me dit « Ah, mais vous avez des amis Tutsis ?» Je dis moi, je fais aucune distinction entre Hutu, Tutsi. Pour moi, tout le monde est rwandais. Un peu le cliché qui dit tout le monde se ressemble. Et après, on vient vous dire mais non, il y a des distinctions. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une bande dessinée de Lucky Luke où il y avait deux familles, les O'Hara et O'Rourke, qui s'affrontaient. Les uns avaient des grosses oreilles et d'autres avaient des grands nez ou une histoire comme ça. C'était à peu près ça. C'est un peu ce genre de cliché qui a été introduit par le colonisateur, non, plutôt par les Belges, je vais dire, parce que effectivement, je voudrais remercier, j'ai oublié ton prénom, Aloïs, pardon, pour la présentation et surtout pour le courage qu'il a eu pour lire tous les noms compliqués. Mais c'est vrai que le Rwanda a été colonisé par l'Allemagne. Et quand l'Allemagne a perdu ses colonies, notamment à travers après la Première Guerre mondiale, la Belgique a reçu mandat de la Société des Nations pour accompagner le Rwanda vers une indépendance hypothétique. Mais en faisant cela, ils ont introduit cette distinction bien claire et nette entre les gens, en disant, bon, les grands, c'est les Tutsis, ceux qui ont un côté aristocratique, c'est les Tutsis, et on mesurait les nez, la taille des oreilles, etc. Il y a des images, un jour, on pourra en parler, lorsqu'on pourra approfondir cela, donc qui ont été faits. On mesurait les nez, on mesurait les oreilles, les formes des crânes, et c'était comme ça qu'étaient déterminés les groupes ethniques. Donc du coup, il y avait une minorité qu'on préférait favoriser. Donc le Rwanda était un royaume, était une royauté, et c'était un roi. Le roi était Tutsi. Mais le statut, à la base, l'ethnie, ce qu'on appelle l'ethnie, était un statut social. Ceux qui possédaient, en simplifiant, en caricaturant, ceux qui possédaient des terres étaient considérés comme les Hutus, ceux qui travaillaient la terre. Les plus nobles, ceux qui possédaient des vaches, donc qui pouvaient être échangés, enfin du troc, avaient ce statut social de Tutsi qui était supérieur. Donc quand il y a eu la révolution sociale, c'était une façon d'abolir la royauté et ses privilèges. Mais à la base, partagent la même langue, la même culture, la même religion, avant que ne soit imposée la religion catholique. Donc du coup, il n'y avait aucune raison pour pouvoir garder la main mise. Le pouvoir colonial avait besoin vous connaissez l'expression, diviser pour régner. Donc un groupe a été privilégié par rapport à un autre, et puis après, en fonction des alliances, on a tourné le groupe à privilégier. Et ça a abouti à des pogroms. Il y a beaucoup de points communs que j'avais notés tout à l'heure. Les pogroms, la construction de l'État, toujours trouver une cible ou un groupe ethnique à cibler en cas de soucis. Par rapport donc à la transmission, donc nous, en étant à l'étranger, on ne parlait pas de ces groupes ethniques auxquels on appartenait. Le côté médiatique, on va intervenir un peu plus tard, mais donc du coup peut-être plus que la transmission, la trace que ça vous a laissé vis-à-vis des différenciations ethniques. Alors on a été éduqués en ne ciblant, en ne regardant aucune, donc à regarder l'humain, parce qu'il y a eu des mini-génocides qui existaient déjà au Rwanda, notamment au lendemain de la révolution sociale. C'est lorsque la famille du président actuel a fui, parce que lui, il est né au Rwanda, mais il a grandi à l'étranger. Et l'excuse qui était avancée, c'est que le pays était trop petit, qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc tous ceux qui avaient migré, la plupart fuyaient les tueries, donc les Tutsis, il n'y avait pas de place pour eux. Donc ils ont demandé, revendiqué l'appartenance à leur pays et rentré. Donc moi, quand le génocide contre les Tutsis a commencé, j'étais en Italie et je savais, au moment où j'apprends que l'avion du président je savais que ça allait aboutir sur des massacres à très grande échelle.
j'ai beaucoup d'amis, des membres de ma famille qui ont été tués. Mes voisins d'en face, mes voisins à gauche, à droite, derrière, massacrés. Donc, les traces, c'est-à-dire, je peux voir, visualiser comment étaient certains endroits, qui a été tué à tel endroit, etc., etc. Arriver à expliquer ça à mes enfants, c'est difficile parce que déjà, il faut qu'elles se retrouvent à travers une certaine identité. Elles sont nées en Belgique, de parents rwandais. Elles ont grandi la majorité de leur vie ici en Autriche, mais elles ne voient pas le lien, se dire mais qu'est-ce que nous sommes déjà au-delà de l'identité, l'héritage reçu de leurs parents. Alors nous, on leur explique ce qui s'est passé avec le vocabulaire qu'elles peuvent comprendre à leur âge, ce qui s'est passé et que ça aboutit sur une stigmatisation d'une partie de la population. Mais on ne va jamais utiliser les termes qui ont été utilisés à l'époque pour dire les gens qui sont grands, c'était les méchants, parce que tout simplement. Et ça a été, puisque c'est la majorité des tueurs, ceux qui tenaient la machette ou les fusils, c'était des gens à petite éducation. Mais les instigateurs étaient des intellectuels. Et justement, merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, la question de son enseignement au sein des familles, et notamment à l'école et via les médias, est-ce que vous pensez que le génocide arménien, puisque ça remonte à un siècle quand même, est-ce que vous pensez qu'elle est assez médiatisée, par exemple ? Parce que l'Arménie est un État depuis uniquement 30 ans, mais une nation depuis des millénaires. Donc, pour vous, est-ce qu'elle est assez médiatisée ? Est-ce qu'on en parle assez de la cause arménienne ? Alors maintenant, beaucoup plus qu'avant. Quand j'étais à l'école, on n'avait pas parlé de ce génocide. C'est juste que j'avais juste présenté une fois, et c'était ça aussi au terminal, je ne connais pas la traduction française, 40 Tage des Musada de Franz Werfel. Oui, ouais. Et Franz Werfel, surtout un Autrichien qui avait écrit ce livre. Mais c'est tout en fait. Mais là, surtout avec ce conflit, où c'est que se passe là en ce moment, à Bergkarabakh par exemple, et surtout sur Instagram ou sur Facebook, c'est beaucoup plus répandu. Et il y a aussi les médias en ligne. Maintenant, ça va. Mais avant, non, pas trop. Par exemple, mes camarades, je leur reproche pas, mais après, ils ne savaient pas que les Arméniens étaient une minorité à Istanbul, par exemple, ou en Turquie, ou qu'il y avait aussi en Iran, ou au Liban, en Syrie, en Palestine aussi, des Arméniens qui vivaient. Voilà, peut-être... non, c'est tout. Il y avait peut-être 1 ou 2 Arméniens qui étaient assez connus, par exemple, peut-être pour les Français, Aznavour, ou après... Beaucoup plus tard, Kim Kardashian aussi, qui est très connue aussi. Voilà, donc... mais à part de cela, non, pas trop. Vous pensez que ça passerait uniquement via les réseaux sociaux. Après, vous, que vous pourriez en réfléchir. Comment est-ce que vous en parleriez, par exemple, à l'école, justement, en faisant des informations comme ceux-là ou via les médias? Est-ce que vous pourrez peut-être réfléchir à ça et répondre plus tard? Et donc, Madame Tao, à propos de la Shoah, est-ce que, même question, du coup, est-ce que vous pensez que ça a été médiatisé plus, par exemple, en tout cas, le génocide amérindien, mais... Je pense que la Shoah, c'est quand même le génocide le plus médiatisé, quand même. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je pense que le problème, c'est pas le manque d'informations ou le manque qu'on en parle. C'est plutôt ce qu'on fait avec. Et par exemple, si on prend la pandémie du Covid, et surtout en Autriche, la Shoah, c'est un peu... on le compare à tout. Je sais pas, pour moi, je suis quand même très politisée, aussi au sein de ma famille, genre on parle beaucoup de politique. Et par exemple, en Allemagne, il y a une jeune fille qui a 12 ans, qui s'est comparée à Anne Frank, sachant que les lockdowns lui ont interdit de sortir. Et c'est des petits trucs comme ça qui me donnent l'impression que les gens, ils n'ont pas vraiment compris qu'est-ce que veut dire un génocide ou d'être persécuté. Oui, après, c'est très... À l'école, par exemple, c'est beaucoup enseigné. Il y a beaucoup de génocides qui ne sont pas enseignés. Même
après, je sais pas exactement comment ça se passe dans d'autres écoles, mais on parle très peu des Roms et des Sinti, sachant que c'était pendant la même période aussi en Autriche. Oui, c'est pas le problème, c'est pas le manque d'information ou le manque de la médiatisation, je pense. Et donc, par exemple, le mutisme qu'avait connu votre famille, vous pensez que ça a été résolu maintenant, enfin, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, en général, les familles, est-ce que vous avez remarqué qu'on en parle plus, justement? Je pense que ma famille, elle est un peu spéciale. Ce que je vois dans les familles de mes amis, c'est plutôt des familles qui en parlent. Aussi, de ce qui s'était passé au sein de la famille. Pour ma famille, c'est quand même impossible. Mon père, il sait très peu de ses parents. Mon grand-père, qui lui a été traumatisé de la guerre. Et ma grand-mère, qui, elle, par sa fuite, elle était persuadée, même en étant revenue en Autriche, que les Allemands, ils allaient revenir. On a toujours été éduqués comme ça. C'est quand même ta patrie, Valérie, c'est ta maison, mais peut-être un jour, on devra partir. Et ça donne quand même une instabilité. Et ça fait peur de tout, en vrai, parce que tu sais jamais. Et oui. Merci. Et donc cette instabilité, vous l'avez retrouvée notamment en vivant ici en Autriche et en connaissant uniquement via la mémoire, via la transmission la Palestine, je crois. Mais est-ce que vous pensez qu'on en parle de plus en plus via les réseaux sociaux? Il y a de plus en plus un mouvement, par exemple, problème palestinien, mais pour autant, est-ce que vous pensez que la cause palestinienne est assez défendue, par exemple? Je pense que le discours sur la Palestine a vraiment évolué au cours des années. Dans les années 70, lorsque je disais que... Enfin, dans les années 80, lorsqu'on disait Palestine, c'était immédiatement identifié en Europe, je pense, au terrorisme, parce qu'il y avait des attentats, il y avait des prises d'otages, des choses comme ça. Donc lorsqu'on disait Palestine, tout le monde disait ceinture de munitions, des choses comme ça. Donc c'est très très mal vu. Donc c'est pour ça aussi que je disais que je ne disais pas que j'étais palestinienne. Mais au fur et à mesure, le discours a évolué et maintenant, il est possible de parler de Palestine simplement lorsqu'on essaye en palestinien de parler de son pays, de sa famille, de sa nation. Il est devenu impossible de ne pas parler de l'État d'Israël parce que les Palestiniens vivent en Palestine, ou bien en fait, la Palestine n'existe plus. C'est simplement donc des territoires palestiniens et on ne peut pas dissocier donc de ce qui se passe là-bas. Et donc, l'État d'Israël, moi, je pense qu'il a une politique très spéciale vis-à-vis des Palestiniens. Donc, c'est devenu très difficile de parler de la Palestine sans avoir tout de suite rentré dans le discours de sionisme, d'antisionisme et d'antisémitisme. Alors que nous-mêmes, les Arabes, nous sommes des sémites. Donc, ça me paraît un peu ridicule de nous dire que nous sommes des antisémites lorsque nous voulons parler de la Palestine. Et donc, c'est pour ça qu'un jour, j'ai décidé de tout simplement, vu que j'habite en Autriche et que nous parlons beaucoup de Zeitzeugen, donc des gens qui ont vécu certains moments, je me suis dit qu'au fond, mon père, c'était aussi un Zeitzeuge. Et j'ai décidé donc d'écrire l'histoire de ma famille dans un livre pour en finir une fois pour toutes. Parce que chaque fois que je commence à parler, que ce soit en allemand, j'ai un accent trop neutre. En français, j'ai un accent germanique. Quand je parle l'anglais, j'ai un accent un peu arabe. Donc, quand je parle l'arabe, j'ai un accent qui me trahit aussi. C'est un accent palestinien, mais avec un tinge de libanais. Donc, dans n'importe quelle langue que je parle, on me demande toujours d'où je viens et je dois toujours m'expliquer. Et au fond, c'est un peu fatigant. C'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien écrire l'histoire de ma famille, une fois pour toutes. Comme ça, je peux expliquer. Au meilleur, ce sera donc un recueil pour mes enfants et pour les enfants de mes frères. Mais donc, il s'est trouvé que j'ai trouvé une maison d'édition qui a trouvé l'histoire intéressante aussi. Et pendant que je parlais avec mon éditeur, il m'a dit, mais vous savez, nous ne savions strictement pas que ce qui se passe en Palestine, en Israël, n'est pas une histoire de religion. Nous pensions que c'était un conflit de religion. Que nous ne savions strictement pas qu'en fait, c'est une question d'une nation qui s'est construite sur le dos d'une autre nation, parce que nous ne l'avons jamais entendu parler, nous n'avons pas appris ça à l'école. Et dans les médias, il y a un discours quand même qui est très du côté, moi je dirais, disons que les Palestiniens sont plutôt vilipendés lorsqu'ils essayent donc de revendiquer leurs droits d'hommes. On les fustige
moi je pense qu'on les fustige tout de suite et on les traite de terroristes. Donc il y a une sorte de partage qui se fait dans les médias. Mais donc j'ai eu donc la chance d'écrire ce livre et donc j'essaye à travers ce livre un peu de traduire la situation de la façon comment moi je la vois, simplement en racontant l'histoire de mon père. Et donc, comme je l'ai dit, l'histoire de mon père, c'est un peu Tom Sawyer en Palestine, dans un autre contexte. Merci beaucoup. Monsieur, si vous pouviez à nouveau répondre à cette question de l'enseignement à l'école. Oui, ce qui est fait en tout cas au niveau du Rwanda, chaque année, durant le mois d'avril, en tout cas par exemple pour moi, le mois d'avril, c'est le pire mois qui existe depuis 30 ans. Donc je sais qu'au mois de mars, vers la fin du mois de mars, il y a déjà ce sentiment qui m'envahit, qui me rappelle, je sais exactement ce que je faisais, quel jour c'était, le 6 avril, le 7, le 8, qui est mort, telle date, telle date, telle date. Donc chaque jour, j'ai en tête, je ne sais pas si on parle de commémoration, mais déjà je le vis moi dans ma peau. Je suis de très mauvaise humeur, assez mélancolique et autres. Donc au Rwanda, ça correspond à la période de deuil qui commence le 7, donc le lendemain de l'anniversaire de l'attentat contre l'avion du président. Donc c'est là où les massacres de masse ont débuté. Et pendant 4-5 ans, voire maximum 10 ans après le génocide, c'était une période de deuil qui durait 100 jours, où toute célébration festive était interdite, mariage, communion et autres, et où tout le pays devait se recueillir. C'était le moment, il y a un grand mémorial à Kigali, la capitale du Rwanda, où chaque année, lorsqu'on... On va parler de ça, Samy va vous interroger dessus quelques temps après. D'accord. Si vous pouviez retenir, entre guillemets, ces informations-là pour après, il va vous poser quelques petites questions. Mais juste, du coup, est-ce qu'au Rwanda, du coup, vous avez à la fois le point de vue du Rwanda, à la fois du point de vue plus européen, est-ce que vous trouvez une différence au niveau de la diffusion médiatique, oui, par exemple? Alors, le Rwanda insiste énormément sur la complicité ou la culpabilité de la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies ou les différentes puissances qui ont, en quelque sorte, abandonné et qui portent une certaine responsabilité Donc, il est important que lors de la commémoration, chaque année, de rappeler le rôle à chaque pays. Et c'est pour ça que des événements sont organisés, même ici en Autriche, où on explique aux populations, aux gens qui sont intéressés, dans les écoles, ce qui est très important. Parce que de nos jours, suite à la pandémie, comme ça a été mentionné, il y a toutes sortes de théories où les gens ont tendance à redéfinir l'histoire. Et il y a des négationnistes pour tous les génocides, et c'est le cas aussi pour le Rwanda. Donc comment ancrer l'histoire, la véracité des faits dans la mémoire? Comment les gens peuvent y être intéressés? Bien sûr, par exemple, le Rwanda, on attire le Rwanda en disant les gens à venir visiter le Rwanda en montrant d'autres aspects. Moi, au lendemain du génocide, j'avais honte d'être rwandais. Quand les gens me demandaient de quelle nationalité êtes-vous, je disais rwandais. Donc les gens disaient désolé pour vous, ou rebondissaient tout de suite, ou Tutsi. Donc de nouveau, c'était le serpent qui se mordait la queue. Et puis petit à petit, ça a changé. Donc il y a d'autres choses qui ont attiré l'attention. Et donc les gens, quand ils viennent au Rwanda, voient autre chose. Mais c'est une étape obligatoire de visiter les sites. Il y en a beaucoup à travers le pays où des gens ont été massacrés. Donc des mémoriaux, il y en a. Voilà. Merci. Donc tout à l'heure, on avait parlé de comment la transmission se faisait au sein de votre famille et des traces que ça avait laissé aussi au sein de vos familles. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des traces que ça laisse dans les lieux où se sont déroulés les événements? Donc, que ce soit les commémorations, ou la trace dans les consciences. Je veux dire, la mémoire, là c'est plus la mémoire officielle. Donc
les lieux, les temps de commémoration, donc où vous vous rendez par exemple annuellement, ou vous personnellement, ou avec votre famille Alors officiellement, c'était le 24 avril, donc il y a en fait 2 jours que qu'en 1915, les intellectuels étaient convoqués. Bon, c'est pour ça, le 24 avril, donc les Autrichiens, les Arméniens qui sont ici en Autriche, d'abord, on va toujours... il y a un Denkmal, monument de Franz Werfel, ici en Autriche, à Vienne. D'abord, on va là-bas, et puis souvent, il y a c'est même pas vraiment une manifestation, justement, parce qu'en même temps, c'est toujours cette difficulté pour nous, parce que d'un côté, on veut montrer aux touristes, peut-être, ou plutôt aux Autrichiens, que c'est un jour important pour nous, mais en même temps, on se cache aussi un peu des gens qui nient ce génocide. Donc, par exemple, lundi, d'abord, on était au monument de Franz Werfel, et puis on s'est rendu au Stephansplatz, donc un lieu au centre de Vienne, et là on avait des affiches, où était marquée un peu l'histoire, et avec des drapeaux aussi. Moi par exemple, en tant qu'Arménienne qui a de la famille à Istanbul, moi je suis pas allée parce que j'ai peur, parce que peut-être il y a des gens qui prennent des photos et après, voilà. Et surtout, ma mère a encore la nationalité turque, donc moi j'aurais trop peur d'y aller. J'ai encore famille là-bas, je veux encore aller à Istanbul. Donc il y a aussi, et surtout après l'assassinat de Hrant Dink aussi en 2007, du journaliste qui avait écrit sur ce génocide. Et surtout, les Arméniens d'Istanbul sont encore un peu... ont encore un peu peur de se montrer dans ces lieux publics. Donc voilà, je suis exclue de ce qui s'est passé. Donc j'y suis allée au monument de Franz Werfel avant que les autres s'y rendent. Donc c'était avant 17h par exemple, pour que personne ne me voie. Donc il y a aussi un peu cette peur d'être vue. Voilà, c'est ce qu'on fait chaque année. Et par exemple, le 8 mai, du coup, sera un jour bien sûr très important. Est-ce que vous comptez vous rendre dans un mémorial, vous et votre famille? Votre grand-père a encore du mal à parler allemand, par exemple. Est-ce qu'il se rend lui-même dans des mémorials ou... En tant que famille, on se rend nulle part. On fait pas ça en tant que famille, je fais plutôt ça avec mon frère, parce que c'est trop douloureux pour mon père et son père, c'est pas possible. Moi et mon frère, le 7 mai, on se rend à Mauthausen. Il y a une grande cérémonie tous les ans là-bas. On se rend là-bas, on participe pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de discours politiques. C'est pas le but pourquoi on est là, mais c'est plutôt, je dirais, on fait cette commémoration pour nous et entre nous. J'ai jamais, par exemple, mes parents, ils ont envoyé moi et mon frère de faire un tour de la Pologne. Pour visiter tous les camps de concentration. Les petits Sobibor, Treblinka, tout ça. Ce qui a été extrêmement dur, mais qui a vraiment... On a fait ça, nous, en tant que juifs, sans des personnes qui n'étaient pas juives, parce qu'on a l'impression de rester entre nous. C'est plus facile que d'expliquer à d'autres personnes comment on se sent. Je trouve que c'est important de visiter des camps de concentration ou des mémorials, aussi en tant que pas juif, mais pour moi c'est trop compliqué d'y aller avec des gens qui n'ont pas le même vécu que moi ou ma famille. Et après, Vienne, c'est quand même une ville qui a extrêmement été marquée par des juifs. Il y a des mémorials quand même partout. Il y a des, je sais pas comment ça se dit en français, mais des Stolpersteine, les petites pierres là. Et pour moi, cette commémoration, c'est tous les jours. C'est quand je vois ça, je réfléchis, jamais de la vie je marcherai dessus. Des choses comme ça. C'est petit à petit que tu te reconstruis dans un pays qui t'a tout pris à ta famille. Pour moi, c'est moins les jours qui comptent. C'est moins le 8 mai ou le 7 mai pour aller à Mauthausen. C'est plus un style de vie
qu'on a adopté pour commémorer, si ça fait du sens, je sais pas. Et vous, parce que du coup, je crois pas qu'il y ait de mémorial palestinien, par exemple. Si, mais, tout à fait. Également à Vienne. Tout à fait. À Vienne, en fait, dans le monde entier. Mais j'aimerais différencier. Donc, nous avons en fait un jour, c'est le 4 mai 48. C'est le jour où la famille de mon père a quitté Jaffa, a quitté la maison de mon père sous les bombes. Donc c'est le jour où, pour ma famille, le monde a basculé. À l'époque, mes grands-parents et mon père et ses frères et sœurs pensaient qu'ils allaient quitter Jaffa pour 2 semaines. Ils allaient partir au Liban, le temps que ça se calme, parce qu'ils pensaient que ça allait se calmer et qu'ils allaient revenir. Ils n'ont bien sûr pas compris à l'époque que c'était vraiment des plaques tectoniques qui avaient changé une fois pour toutes. Et à l'époque, ils ont passé en fait 2 ans entre la Jordanie, le Liban, tout ça, pensant que dans des hôtels en fait, parce qu'ils n'ont vraiment pas compris que c'était final. Et donc, le temps que mes grands-parents comprennent que c'est final, ils avaient déjà dépensé tout leur argent dans des hôtels. Mon père a, je pense, visité 5 ou 6 écoles entre l'âge de 12 ans et 18 ans, parce que chaque fois, il changeait de ville, là où ils se sentaient quand ils avaient le besoin de changer. Et finalement, ils ont échoué au Liban, par hasard, et ils ont reconstruit leur vie au Liban. Et donc, ils avaient commencé à être des propriétaires fonciers très importants, d'une famille ancienne de plusieurs centaines d'années, des notables palestiniens chrétiens à Jaffa, pour recommencer leur vie au Liban, vraiment complètement à la base. Donc ça, c'est la commémoration du 4 mai. Mais pour ce qui concerne les Palestiniens, il y a bien sûr la commémoration de la Nakba, c'est le 15 mai. C'est le lendemain de la création de l'État d'Israël. Et cette année, il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Donc, à la suite de mon livre que j'ai écrit il y a 2 ans, donc il a été traduit, donc je l'ai écrit en allemand et ensuite en anglais. Et donc, j'ai été invitée à des lectures et tout ça. Et finalement, j'ai été invitée et contactée par l'ambassadrice palestinienne aux Nations Unies à New York, qui m'a demandé de lui envoyer une centaine de livres, ce que j'ai fait, pour qu'elle le distribue à tous les ambassadeurs à New York aussi de ses connaissances. Et elle m'a demandé, il y a aussi eu un online event il y a 2 semaines, donc j'étais très émotionnée, donc j'ai parlé devant les Nations Unies sur l'histoire de ma famille. Et elle m'a demandé si je pouvais demander à mon père de venir à New York le 15 mai pour présenter son histoire. Et en fait, elle m'a fait très envie parce qu'elle m'a dit que la modération serait prise en charge par Gigi et Bella Hadid, qui sont à moitié palestiniennes aussi. Donc j'ai imploré mon père, je dis « Papa, on y va, s'il te plaît ». Je dois vous rappeler à ce moment-là que mon père a 87 ans, depuis avril. Donc il m'a dit « Écoute, ma fille, j'en conçois que toi, ça te ferait plaisir, mais franchement, non, j'ai pas envie de faire la trotte, même si c'est les sœurs Hadid qui vont faire la modération. Et donc malheureusement, ça ne se fera pas. Mais donc tout à fait, il y a une grande diaspora palestinienne, mais qui, il me semble, un peu comme moi, ce sont des gens qui se tiennent un peu à l'écart, qui restent un peu... bon, moi, je ne me tiens plus à l'écart maintenant, mais ce sont des gens qui hésitent un peu à venir en avant et à déclarer qu'ils sont palestiniens. Mais moi, je pense que c'est très important d'avoir donc un autre discours médiatique, d'avoir des gens qui sont un peu plus comme vous, qui viennent en avant et qui disent nous sommes palestiniens, pour aussi donner un peu une autre vision de ce peuple. Et j'ai eu le grand plaisir, le jour de la Pâque, il y a je crois 3 semaines, le dimanche, nous avons invité, donc nous sommes des Palestiniens chrétiens, j'ai invité des amis des Palestiniens musulmans et des amis juifs à fêter ensemble Pessah. Nous avons donc... mangé le soir pendant le mois du Ramadan, et c'était la Pâque catholique. Et nous avons passé une très très belle soirée. Nos amis juifs ont cherché du charoset. Ils nous ont expliqué que c'est un mets qui se mange à Pessah, c'était délicieux. Nous avons mangé des dattes avec nos amis musulmans, et bien sûr nous avons eu donc droit à l'agneau de Pâques. Et entre nous 6, nous avons refait le monde au Moyen-Orient. Et nous avons trouvé des solutions de paix, nous avons trouvé des solutions politiques, mais donc on en est resté là en ce moment. Mais donc nous avons refait le monde et c'était une très très belle soirée. Et je dois vraiment dire à
à nous, mais aussi à nos enfants qui étaient présents, parce que tous ces amis avaient amené leurs enfants, ça nous a quand même donné, je sais pas, un peu de courage, un peu de fortitude dans le futur que oui, il y a des gens de bonne volonté de tous les côtés qui aimeraient recréer quelque chose de bien, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les Palestiniens, au fond, nous n'avons pas de patrie. Et ces leçons d'histoire, du coup, on va en parler dans notre dernière question. Et donc, vous parliez des mémorials, du fait que ça soit obligatoire au Rwanda d'y aller, si j'ai bien compris. Non, je dis c'est une étape obligatoire, en quelque sorte, pour les délégués qui viennent à des événements, des conventions et autres. On leur propose, on leur fait un tour du mémorial, du principal mémorial qui est dans la ville de Kigali, mais il y en a partout, parce que les massacres, le génocide était littéralement partout. Il y a très peu d'endroits où il n'y a pas de... Pratiquement chaque commune, chaque entité a un site dédié où sont entassés des restes humains, des ossuaires, des affaires, des habits de gens qui ont été tués. Donc c'était aussi simple que ça. Les gens sortaient de chez eux, on les faisait prendre une file et on les amenait à un endroit sur la colline la plus haute et ils étaient massacrés, c'est-à-dire tués à la machette, découpés à la machette, ou s'ils avaient un peu d'argent sur eux, ils pouvaient être tués d'une balle dans la tête. Donc pour moi c'est assez difficile parce que je suis ici un témoin d'un génocide le plus récent. Et il se trouve qu'il y a dans chaque pays des communautés de Rwandais qui nient justement que ça ait eu lieu. Donc beaucoup de gens sont critiqués lorsqu'il y a un événement qui est organisé, qu'on appelle le Kwibuka. Je vais vous montrer juste un symbole. Vous voyez, ça c'est cette flamme est le symbole de la commémoration du génocide. Donc Kwibuka dans la langue rwandaise veut dire se rappeler, tout simplement. Il faut se rappeler. Et 29, chaque année il change, c'est l'année qui marque par rapport à la date du génocide. Donc ça symbolise un lieu où les gens se retrouvent pour avoir bien sûr marquer sa solidarité, mais surtout entendre des survivants directs qui témoignent. Que ce soit des gens qui ont... Alors, il y a des milliers de formes de témoignages. Pendant cette période au Rwanda, sur la télé rwandaise, c'est des gens qui viennent témoigner comment ils ont survécu, comment ils ont traversé ça et comment ils le vivent encore aujourd'hui. Donc, un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Et donc, oui, c'est diffusé à longueur de journée sur la télévision ou sur YouTube. Et voilà. Merci. Donc, pour cette dernière question, il va falloir vraiment être concis. Excusez-nous, on n'a plus trop de temps pour que le public puisse poser ensuite ses questions. La dernière question va porter sur les leçons de l'histoire, puisque c'est très important justement d'en parler pour éviter de recommencer, justement d'oublier que une autre horreur, entre guillemets, plus à nouveau survenir. Les leçons de l'histoire, justement, et les conclusions qu'on pourrait en tirer. Par exemple, parce que le génocide arménien, les historiens disent que les nazis se sont inspirés, par exemple, du génocide arménien, puisqu'il n'y a eu aucun jugement. Donc les nazis se sont inspirés du génocide arménien, on dit, pour créer, entre guillemets, pour le génocide des juifs, notamment. Et est-ce que le fait, si on en avait plus parlé, est-ce que ça n'aurait pas pu arriver, mais le fait d'en parler, est-ce que vous trouvez ça important, les conclusions qu'on devrait en tenir, en parler de plus en plus, beaucoup plus médiatisé, que ce soit au sein des familles ou à l'école, notamment, enfin, les conclusions en tirées en tout cas. Alors, il y a je ne sais pas combien de pays, mais plus de 30 pays, surtout l'Autriche, la France, les États-Unis qui ont reconnu le génocide arménien, mais la Turquie ne l'a pas encore reconnu. J'ai pas
trop d'espoir non plus. Mais justement, si on ne le reconnaît pas, à mon avis, on risque de le répéter. Ce qu'on voit en ce moment à l'État à l'Arménie, et ce conflit surtout avec Azerbaïdjan, je ne sais pas s'il y aura l'État à l'Arménie dans je ne sais pas combien d'années. Ça fait peur, évidemment, mais après, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, surtout de la part de la Turquie, à mon avis, et de l'Azerbaïdjan aussi, peut-être, entre guillemets, un génocide arménien pourrait se reproduire, peut-être. Oui, on parle justement d'un nouveau, entre guillemets, génocide arménien avec les drones fournis par la Turquie en Azerbaïdjan. Ouais. Peut-être que si la communauté internationale était plus au courant, cela pourrait être évité de recommencer. Oui, justement. Je sais pas, il y a là aussi beaucoup de géopolitique, politique en général. On ne sait pas, il y a peut-être quelques pays où surtout l'Arménie se fie beaucoup à la Russie aussi, mais là, il n'y a pas les résultats que les Arméniens... oui, c'est ça. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est un peu... un sujet tendu, même de nos jours, et qui... oui, voilà. Et là aussi, il y a aussi beaucoup de news sur Internet aussi. La moitié risque d'être faux, justement. L'autre moitié est peut-être correcte. Mais là aussi, on ne sait pas, surtout quand on est à distance, on ne sait pas ce qui se passe. Parfois, c'est beaucoup plus dramatique sur Internet, alors que quand on se rend là-bas, ce n'est pas si dramatique du tout. Oui. Voilà, donc c'est compliqué, malheureusement. Merci. Bon, je pense, vu que j'ai grandi dans une famille qui a peu parlé de ses propres mémoire, je pense que c'est essentiel pour éviter que ça se repasse. Je pense que c'est aussi le seul moyen de bien pouvoir combattre l'ignorance. Je pense que l'ignorance, c'est le plus gros problème qu'il y a. Les gens... les négationnistes, certes, mais aussi les gens qui n'ont aucune idée de l'histoire et ce qui s'est passé. Je veux pas parler pour quelqu'un d'autre, mais vu qu'il y a déjà eu la Shoah, pour nous en tant que Juifs, ou pour moi, c'est possible qu'il y aura des événements comparables. Vu qui ont déjà pris lieu, pourquoi pas une deuxième fois? Et sachant que c'est pas la première persécution qu'on a subie. Après, je pense, la leçon, c'est... Il faut s'engager, je pense, qu'il n'y a pas autre moyen. Il faut s'engager politiquement ou, si on n'est pas très politique, au sein de l'histoire, ou raconter à ses enfants, à ses copains, beaucoup en parler. Et oui, combattre toute structure fasciste dans son pays, je pense, oui. Donc notamment le fait de parler à ses enfants, ça vous le faites maintenant et vous essayez d'intervenir le plus souvent, que ce soit aux Nations Unies ou même ici au sein d'une école. Quelles seraient vos conclusions à tirer? Je pense que Madame Tao, je pense qu'il faut s'engager. Je pense qu'il faut s'engager contre toutes sortes de fascisme. Et je pense que dans notre cas, là, c'est un problème non résolu. Mais je dois dire que dans notre cas, le problème non résolu a des conséquences très très lourdes sur 5 millions de Palestiniens tous les jours. Tous les jours. Et c'est une chose de le regarder à la télévision, mais c'est autre chose de se rendre sur place. L'année dernière, j'avais été invitée par le centre de Willy Brandt à Jérusalem. C'est un centre qui s'engage pour des pourparlers entre Palestiniens et Israéliens. Et j'avais été invitée de venir présenter mon livre en anglais. Donc je me rends sur place, mais je peux vous dire que je n'étais pas sûre si c'était une bonne idée pour moi, vu mon nom, de me rendre vraiment sur place et comment ça allait se passer. Parce que le gouvernement autrichien aussi a très clairement pris ses côtés, très pro-israéliens. Donc je me suis dit que si jamais il y aurait problème, je ne pouvais pas vraiment être certaine qu'avec mon passeport autrichien, je pourrais ressortir indemne de je ne sais quel problème. Mais donc j'ai fait des expériences quand même assez étranges. Un jour qu'une des représentantes de ce centre est venue me chercher, il m'avait hébergée dans un hôtel absolument sublime. Et je crois au moins une fois millénaire, le Österreichisches Hospiz, dans la vieille Jérusalem.
Ils étaient venus me cueillir le matin pour qu'on se rende à Nablus, pour aller rencontrer des jeunes auteurs palestiniens qui voulaient s'inspirer de moi, de mon livre. Et pendant que j'attendais donc ma collègue qui allait venir, il y a un moment, elle vient, elle se gare avec sa voiture et c'était très drôle. On était encore au milieu dans le contexte de Corona. Elle me dit, écoute, j'ai un peu mal à la gorge et vu qu'on va passer maintenant 2 heures dans la voiture ensemble, est-ce que ça te dérange de me faire un test antigène? Je dis non. Et donc, pendant que je lui fricote son truc dans le nez, elle avait garé sa voiture. Et tout à coup, il y a une voiture de police israélienne qui vient. Elle me dit, oh là là, on s'est mal garé, on doit vite partir. Je dis oui, je me dépêche. Mais au fond, on s'est rendu compte qu'ils ne venaient pas du tout pour nous. Ils ont garé leur voiture. Il y a 8 policiers en armement, full armament, qui sont sortis. Et au bout de 5 minutes, ils sont revenus avec un garçon qui avait l'air d'avoir 11 ans. Or, moi, j'ai un garçon de 11 ans aussi. Ils l'ont mis dans des menottes. Le garçon avait l'air, c'était un petit garçon chétif. Et ils l'ont fourré dans la voiture, ils sont tous partis. Et je dois vous dire que ça m'a vraiment choquée. Et je me suis demandé ce qu'ils pouvaient avoir fait, qui justifie qu'un garçon qui faisait peut-être même pas 1,50 m avait été emmené par 5 policiers, sans ses parents, en menottes. Et je me suis demandé comment en juin 2022, quelque chose dans un pays qui se dit civilisé et qui défend les droits de l'homme et des enfants soit possible. Et je l'ai vu de mes yeux. Et donc, les Palestiniens sur place m'ont dit que c'est quelque chose qui se passe tous les jours. Et je dois vous dire que j'avais remarqué que les Palestiniens qui travaillaient à l'hôtel, comme beaucoup de Palestiniens à qui j'ai parlé, j'ai senti qu'ils avaient une âme un peu brisée, une résignation totale. Et je trouvais que moi, j'étais plus combative que eux. Mais d'autre part, comme je vous dis, j'habite, je pense, dans la meilleure ville de l'univers, à Vienne. Et donc, moi, je n'ai pas fait toute cette... je n'ai pas tout ce CV d'humiliation et de sentiment d'être une personne de seconde classe qui se fait là-bas tous les jours. Excusez-moi de vous écourter, mais du coup, c'est pour que monsieur puisse répondre au mieux. Et après, pour qu'on puisse poser des questions personnelles. Merci Nadine, parce que je vais rebondir et peut-être continuer un point qu'elle était en train d'aborder. On dit souvent plus jamais ça lorsqu'on parle de génocide ou de crime. On a l'exemple maintenant avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'il faut regarder l'humain au-delà de sa couleur de peau et de son origine, sa religion et son ethnicité. Là où les ennuis qui finiront par découler sur un génocide commencent, c'est lorsqu'on déshumanise. Vous parliez d'humiliation. Lorsqu'on ramène une personne qui est différente, c'est une composante du fascisme, certes. Lorsqu'on ramène une personne différente à un animal, une chose ou quelque chose qu'on peut tout simplement traiter en oubliant qu'il y a une certaine part d'humanité qui est derrière, qu'on peut utiliser comme bouc émissaire. Lorsqu'il y a des problèmes économiques, on s'en prend aux étrangers, on s'en prend aux migrants, on s'en prend aux réfugiés, etc., etc. À partir de ce moment-là, comme vous le suggériez, il ne suffit pas que de s'engager en politique. Il faut garder à l'esprit qu'il faut regarder l'humain, et être humaniste et regarder l'humain à travers tout. Parce qu'à partir du moment où on range les gens dans certaines cases, c'est la porte ouverte à la discrimination, l'intolérance, au racisme, et on peut en citer au-delà. Le problème que je trouve actuel, c'est surtout les influences de ceux qui nient que ça existe. De nouveau, on met le côté humain de l'autre, on l'ignore. Les groupes rwandais, enfin je veux dire dans différents pays, partout. Comme la Turquie qui nie également le génocide arménien. Je trouve que c'est important d'entretenir la mémoire et parler aux générations qui suivent le plus possible, d'une manière objective, politiquement ou du côté historique, mais il est important de vraiment entretenir cette flamme. Parce que à la base de tout, on est citoyen du monde.
Oui, bien sûr. Donc, on doit se sentir, même étant déraciné, les racines, on les prend avec soi. On doit se sentir chez soi partout et se sentir en sécurité. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Voilà. Donc, les groupes, puisque nous avons travaillé en groupe vis-à-vis des différents événements, les groupes ont travaillé sur des questions qu'ils vont maintenant vous poser. Donc, par exemple, le groupe de l'art. Il faut se sentir libre de poser toutes les questions. Après, bien sûr, mais je veux dire, ça peut partir de base et après, si je... peut-être un intervenant sur la Shoah pourrait venir poser une question. Ouais, Eva. Bonjour Valérie. Déjà, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton expérience et de ta mémoire. C'était très intéressant. Je pense pour tout le monde ici, c'est un phénomène que tout le monde connaît, justement parce qu'on en parle beaucoup, mais là, on l'a vu d'un œil très différent, je trouve. Également le fait que, par exemple, dans ta famille, ça les gêne d'en parler, c'est difficile pour eux, ce que je peux comprendre. Donc, je viens aussi d'une famille qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, d'une famille juive, française et allemande, qui a dû se cacher. Et je t'ai vu parfois un peu froncer les sourcils, un peu réagir à des choses que des personnes ont pu dire. Donc je vois que c'est important pour toi. Est-ce que tu as déjà connu de l'irrespect ou de l'antisémitisme ou du négationnisme par rapport à ça? Et si tu l'as vécu, comment tu as réagi? Comment ça t'a affecté? Est-ce que tu réagis toujours comme ça? Est-ce que tu es fier d'en parler? Est-ce que tu en parles aux gens? Est-ce que tu expliques ton point de vue? Ou un peu comme ta famille, tu as peur de dire les choses? Comment tu te sens par rapport à ça? En général, j'ai pas trop peur de parler des choses, heureusement. Après, j'ai le privilège qu'on voit pas exactement que je suis juive. Je porte pas un prénom juif. Mon nom de famille, c'est un nom juif, mais très peu connu. Je suis pas religieuse, du coup, personne ne voit que je suis juive. En personne, rarement, des gens m'avancent des propos antisémites. Mais c'est plutôt des questions quand je rencontre des nouvelles personnes. Il y a des questions qui surviennent souvent, par exemple si je paye des impôts, parce que les Juifs ne payent pas d'impôts apparemment, et si mes parents ils sont riches, pourquoi je vis encore en Autriche, je pourrais aussi aller en Israël, sachant que certes j'ai été en Israël, mais c'est pas mon pays. J'ai pas de lien spécifique, juste que c'est un État juif. Après, pendant la pandémie du Covid, je pense que tout le monde a remarqué qu'il y a eu les manifestations de l'extrême droite. Ça, c'est l'interaction la plus fréquente que j'ai eue avec l'antisémitisme, mais sinon, heureusement, j'ai pas trop de points de connexion avec ça. Ensuite, du coup, une personne du groupe qui a travaillé sur la Nakba, Amandine, Patrick ou Olivier. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est pensez-vous qu'il est encore réaliste de penser à un droit au retour des exilés palestiniens qui habitent dans des pays aux alentours ou ailleurs, comme votre famille, par exemple? C'est une très bonne question. Je me demande si la diaspora palestinienne voudrait revenir. Okay, ça, c'est une des choses. Parce qu'une chose est de devoir quitter son pays il a 75 ans. Une autre chose, c'est d'avoir la possibilité de revenir. Je pense que beaucoup de Palestiniens, si tu me demandes franchement, je sais exactement où se trouve la maison de mon père. Je l'ai visitée. Si je pouvais... Comme ici, donc, il y a des histoires de... Toujours là, en l'état, ou c'est juste le site? Elle est toujours là, en très mauvais état. Elle a été rachetée par une famille palestinienne en ce moment. Mais il me semble, de ce que cette famille m'a dit, ils ont acheté uniquement le droit d'y vivre. Ils n'ont pas acheté le terrain parce que c'est considéré par la loi israélienne absentee property, vu que les propriétaires réels sont palestiniens. Mais... nous n'avons pas le droit de reprendre cette maison parce que je crois que dans cette loi, si les propriétaires palestiniens ont quitté la Palestine en 1948 pour un pays ennemi d'Israël, alors ils ont perdu le droit à toute leur propriété. Et la famille de mon père, donc, ils ont été en 1948, lorsqu'ils ont été
Ils sont sortis sous les bombes de leur maison. Ils ont été au port. Dans le port, ils ont pris un bateau. Ils ont intégré un bateau. Ils ne savaient même pas où ils partaient en fait. Ils pensaient qu'ils allaient partir au Caire, mais le bateau les a emmenés au Liban. Et donc, tout à fait par hasard, ils ont débarqué au Liban. Et par le fait qu'ils ont débarqué au Liban, ils ont perdu tous leurs droits à cette maison. Donc, cette maison existe. Légalement, absentee property. En réalité, une famille palestinienne a acheté le droit d'y habiter, mais je ne pense pas qu'ils ont le droit de la... Enfin, je ne sais pas quel droit ils ont réellement. En tout cas, ils n'ont pas le droit de la rénover. Parce qu'elle est en très très mauvais état. C'est une très très belle maison, mais elle est en très très mauvais état. Je pense qu'elle n'a pas été rénovée depuis 75 ans. Mais est-ce qu'ils pourraient vous la revendre? Je crois qu'elle coûte très cher. Et je ne sais pas si ils auraient le droit. Mais pour te dire la vérité, s'ils pourraient, je l'achèterai et je reviendrai. Donc, je le ferai. Donc, merci pour la question. Je pense que beaucoup de gens, s'ils pourraient, ils reviendraient. Pour la simple raison que, tu vois, nous n'avons pas vraiment de patrie. Et j'avais parlé tout à l'heure de cette soirée que nous avons passée avec des amis palestiniens musulmans et des amis juifs. Nos amis juifs et nos amis palestiniens s'étaient rencontrés pour la première fois. Et en partant, notre ami juif a dit, vous savez, lorsque je vous ai vu rentrer, il parlait à nos amis palestiniens, ils nous connaissaient bien sûr nous, je me suis dit, tiens, mais they're just like us. Je pense qu'il pensait nous dire quelque chose de gentil, mais moi j'ai vraiment été choquée du fait que, je ne sais pas ce qu'il s'imaginait, que les Palestiniens allaient être, les Palestiniens musulmans. Et il a dit autre chose encore, pendant notre conversation, et au moment mon amie palestinienne qui dit, vous savez, mon mari va prendre sa retraite dans 2-3 ans, mais nous ne savons pas où prendre notre retraite, dans quel pays, parce que nous n'avons pas de pays. Et alors notre ami juif nous a dit, vous savez, ça me choque un peu. Je commence à comprendre un peu votre douleur lorsque vous nous dites ça, parce que nous aussi, nous ne savons pas tout à fait. Ou bien, dans notre peuple aussi, ce n'était pas toujours évident où prendre notre retraite. Mais maintenant, je réalise aussi le problème que vous avez aussi. Et donc, cette soirée m'est restée vraiment dans une... j'ai une mémoire un peu nostalgique de cette soirée parce que j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment eu des rapprochements. Et à un certain degré, je ne réalisais pas à quel point les gens ne s'entendaient pas. Lorsqu'il dit à mon ami qui a l'air, je ne vais pas dire de mon sosie, mais c'est une dame qui me ressemble beaucoup, quand on lui dit, mais you look just like us, I didn't know. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il pensait, qu'elle devait être voilée, qu'elle devait porter elle aussi, moi je ne sais pas, une ceinture avec des explosifs, mais qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il pensait? Enfin, merci. Merci beaucoup. Et donc du coup une dernière des questions qui a été préparée, puis après vous pourrez intervenir sur le Rwanda, pardon, et après vous pourrez intervenir et poser vos propres questions. Ouais, donc bonjour, je m'appelle Jacob et j'ai eu la chance de visiter le Rwanda il y a environ 2 ans. Et j'étais là-bas pendant environ 1 semaine et j'étais à Kigali et j'étais aussi au mémorial. Et pour moi, c'est une chose qui m'a vraiment frappé, donc je me rappelle très bien de ce jour, je me rappelle très bien du site, de toute cette histoire. Mais une chose que j'ai vraiment amené, une chose qui est restée dans ma mémoire quasiment après avoir visité, c'est le rôle que la France jouait pendant ce génocide, parce que évidemment la France, ou François Mitterrand, a soutenu le régime de Habyarimana. Aussi pendant la guerre civile, il y avait des soutiens militaires, aussi des livraisons d'armes. Et tout cela, et pour moi, je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous en pensez, ou qu'est-ce que votre famille en pense de l'implication de la France. Et est-ce que si la France en a fait assez pour en parler de son rôle, parce que je sais que c'était seulement sous Macron que je pense que la France est officiellement excusée pour les choses qu'elle a faites pendant ce génocide. Merci pour la question qui est très sensible, surtout dans un lycée français, donc je ne vais pas mettre des Français à dos. Je vais donner un exemple. La guerre civile a commencé en octobre 90 et comme je vous disais, à l'époque j'étais plus grand, plus fin et je me suis fait arrêter par des militaires français dans mon propre pays qui m'ont contrôlé, demandé mes papiers, dans mon propre pays. En voyant que j'étais soi-disant de la bonne ethnie, mais suspect
parce que j'ai été arrêté après un match de tennis. Donc je sortais après le couvre-feu avec le manche de ma raquette qui dépassait de mon sac à dos. Donc on a cru que j'étais armé. Des militaires français m'arrêtent chez moi alors que je suis en train de rentrer chez moi. Bien sûr, j'ai joué un peu trop longtemps, donc le couvre-feu était à 10 minutes, un quart d'heure que je l'avais dépassé. Bon, quand le génocide a eu lieu, je n'étais pas là, j'étais en Italie. Et il y a eu beaucoup d'abandon de la communauté internationale, et la France a voulu essayer de se racheter en créant l'opération Turquoise, qui était une zone dans une région majoritairement peuplée de Tutsis, pour essayer d'atténuer le génocide ou les massacres qui avaient lieu. Il s'est avéré plus tard que cette opération a permis à beaucoup d'anciens dignitaires, comme je disais tout à l'heure, le génocide a été perpétré par des masses, mais des gens peu éduqués, mais organisés, pensés par des intellectuels qui avaient fait leurs études dans les meilleures universités américaines, françaises et autres. Donc, l'opération française a permis à ces gens-là d'être exfiltrés. Je ne vais pas en dire plus, mais le rôle de la France, pour moi, est clair. Il y a eu une mauvaise évaluation de la situation. Plutôt un côté, je dirais, condescendant. On prête à Mitterrand l'expression « c'est des Africains qui se tuent entre eux ». Ça, c'est pour la France. À l'époque, aux États-Unis, c'était le président Clinton qui était au pouvoir. Ils essayaient de déterminer si on pouvait parler de génocide ou pas pour pouvoir intervenir ou pas, et encore avec des armes qui ne sont pas nécessairement létales. Et donc, quand il y a eu tout cet aspect, ces négociations, etc., donc les politiques et les différentes puissances, je vous recommande 2 films par rapport à ça. Un, ça s'appelle Shooting Dogs, qui est... j'ai oublié le réalisateur, mais qui est magnifique. Et l'autre, c'est Sometimes in April, réalisé par Raoul Peck. Si vous voulez, Madame Lamotte, je vous le mettrai sur une clé USB, je vous ferai parvenir parce que je l'ai toujours avec moi. Qui donne vraiment, de l'intérieur, une perception parce que j'ai l'impression que la perception qu'on a des génocides, on se dit c'est loin, ça ne peut pas nous arriver, ça ne peut pas arriver ici, se retrouver dans une situation de guerre. Je vais vous dire une chose, quand il y a eu la guerre qui a commencé en Ukraine, j'ai retrouvé mes réflexes de protection en me disant, la conséquence que le génocide a eue sur moi a été que je peux voir le mal se transformer chez n'importe qui tant que cette personne est poussée à une situation extrême. Des gens qui on faisait confiance. Beaucoup de gens ont été se protéger dans des églises en se disant on ne va jamais être tué dans des églises. Les gens ne vont jamais oser. Et pourtant, ils étaient donnés par des prêtres. C'était des prêtres qui ouvraient les portes des églises aux miliciens pour les massacrer. Moi, j'ai un exemple dans ma famille. Je vous ai parlé de mon oncle, le petit frère de mon père. Brillant avocat, ami de Chirac, un intellectuel. Quand il a appris que mon père, d'abord, le fait qu'il soit marié avec une Tutsi, ma mère, mais aussi qu'il n'avait pas pris parti, qu'il n'avait pas décidé, ah tiens, oui, on doit soutenir le président qui a été tué, ou on va... Il a armé, financé un commando pour aller tuer mon père, ma mère et ma sœur. Mon propre oncle. Finalement, ça a été éventé parce qu'il y avait un membre du commando qui disait « Oui, vous savez, vous êtes toujours bien occupé de moi », en parlant à mon père, mais je dois vous dire que tel jour, on vient vous attaquer en bande. Et pourquoi tu nous dis ça? Oui, mais je vous considère comme mon père. Et l'instigateur de cette attaque était mon propre oncle.
Madame Lamotte, il y avait une question que vous m'avez posée par rapport aux juridictions. Au lendemain du génocide, quelques années après, au niveau rwandais, il y a eu un questionnement pour se dire, mais l'implication des différentes puissances, qu'on nous impose comment doit fonctionner la société, comment doit être régie la justice, comment on doit condamner, alors qu'à la base, ils avaient leur propre culture, leur propre définition de la justice. Donc toute personne, parmi les survivants qui ont été impliqués directement ou indirectement, devait s'asseoir. Lorsque des voisins ou des gens qui s'étaient cachés dans des buissons disaient « mais lui, je l'ai vu à un barrage tenir une machette », il doit venir s'expliquer s'il est resté dans le pays. Ceux qui ont réussi à fuir, beaucoup ont été rattrapés, d'autres ont réussi à aller très loin, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, et c'est eux qui alimentent ces communautés de négationnistes, ou qui se disent « oui, maintenant c'est les Tutsis qui sont au pouvoir », alors que ce n'est pas le cas. On ne parle plus de Tutsis, de Hutus au Rwanda aujourd'hui, c'est rwandais. Et on ne peut pas créer les causes qui ont amené le génocide, donc refuser l'accès au territoire à une certaine partie de la population. Tout le monde est invité à venir. Tout le monde. Donc se sentir vraiment appartenir à un pays et être fier, c'est surtout ça. Être fier et ne plus se laisser dicter par n'importe quel pays, que ce soit le pays voisin, le Congo qui est énorme, et du fait que il jalouse le succès du Rwanda aujourd'hui, il relance les théories du génocide. Ah, pourquoi on ne les a pas tués? Pourquoi on n'a pas achevé? Pourquoi? Donc voilà, c'est un peu ce genre de discours qu'on doit combattre et se sentir en liberté, en sécurité. Je comprends les gens qui recherchent une terre. Je pourrais avoir vécu 20 ans, 30 ans ici. J'amène toujours mes racines avec moi, partout où je vais, mais ce ne sera jamais mon pays. Je peux comprendre les gens qui cherchent, oui, où est-ce que je veux vivre mes derniers jours? Donc l'essentiel, c'est de se sentir appartenir à la communauté humaine, c'est surtout ça. Je pense que c'est le plus important, au-delà des couleurs de peau et situations sociales, religion, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas faire long. Merci beaucoup. Je pense qu'une dernière question. Ok. Donc, excusez-moi, j'ai la voix cassée, mais j'ai une question pour Madame Tao. Récemment, il y a une photo sur les réseaux sociaux qui a fait polémique d'une jeune femme en fait qui visitait le camp d'Auschwitz et qui était en train de se prélasser et de se faire prendre en photo sur les rails, des trains qui amenaient les déportés dans le camp. Et je voulais juste vous demander comment vous, en tant que descendante de victimes, comment vous appréhendez ce genre de comportement? Je sais que c'est pas la première fois, les gens ils font ça tout le temps. Quand j'ai été visiter Auschwitz la deuxième fois, il y a des milliers de personnes qui font ça, et surtout aussi des personnes juives. Pour moi, personnellement, je trouve ça extrêmement déplacé. Peut-être aussi comme exemple, le mémorial à Berlin. Là aussi, il y a des gens qui courent dessus, qui sautent dessus. Je pense que c'est pas le but. C'est pas comme ça qu'on commémore. C'est pas comme ça qu'on montre du respect. C'est quand même un endroit où des milliers de personnes ont perdu leur vie. Je pense que ces personnes, ils ont pas un intérêt méchant. C'est juste qu'ils ont pas compris ce que ces lieux ils représentent. Oui, je trouve ça extrêmement déplacé, mais je connais aussi des personnes de ma vie privée qui ont fait ça, qui ont même... Qu'est-ce que vous leur direz à ces gens-là? Je leur dirais de peut-être comprendre que ces lieux, ça implique une mémoire extrêmement douloureuse pour des gens, et comme c'est un peu un énorme cimetière, mais un cimetière... un cimetière, t'as encore l'impression que les personnes ils ont été enterrées avec la dignité, ce qui n'est pas le cas à Auschwitz. Tu te prends pas en photo à côté de la tombe de ton père, non? Du coup, peut-être pas le faire pour
des membres de... Pour d'autres juifs, peut-être tu les connais pas ou peut-être tu n'as aucune relation avec eux, mais un minimum de respect, ça serait gentil. Oui. Merci. Si je peux me permettre, puisque je vais devoir partir en cours, et peut-être Madame Sayed voudrait vous lire un extrait de son livre. Moi j'ai une question relative à l'écriture, puisqu'on a parlé beaucoup de contenu. Votre mémoire, vous la mettez en forme. Donc j'invite les élèves à lire ce livre, hein, en allemand ou en anglais. Ma première question est liée à la langue. Vous n'avez pas choisi de l'écrire en arabe? Ou parce que... Voilà. Est-ce que vous pensez que ce livre sera traduit aussi Lorsque j'étais... Ah pardon, merci. Je ne l'ai pas écrit en arabe parce que c'est ma langue la plus faible. Je la parle très bien. Je la lis assez bien. Je l'écris assez mal. Je n'aurais jamais pu le faire. Lorsque j'étais à Jérusalem, en fait, j'ai eu une proposition pour le faire traduire en hébreu, ce qui m'a fait grand plaisir, mais aussi en arabe. Mais ça m'a fait plus plaisir, en fait, franchement, que quelqu'un m'ait demandé, une dame israélienne, qui est là. C'était, je pense... ça va trop loin, je pense, dans les détails. Mais en tout cas, donc, il y a des possibilités de le faire traduire. Ça me ferait plaisir, parce que je pense que c'est important. Et puis, je pense aussi au poids de la langue, à l'intérieur aussi de votre histoire, parce que ce livre est ponctué de vos différentes langues. Hein. Vous parlez, il y a des mots français, puisque vos parents, votre mère, n'est-ce pas, a été éduquée aussi dans un système français. Oui. Donc, vous gardez la langue française comme langue de rattache. Le Liban, c'est aussi un pays avec un passé francophone assez important. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce plurilinguisme qu'on retrouve dans les différentes... Vous parlez de vous, mais vous parlez aussi de votre langue, qui est votre identité. Hein. Votre langue, on sent bien que la langue est l'identité. Alors, je voudrais aussi mettre en avant le caractère particulièrement original de votre texte, parce qu'il alterne des chapitres intimes, qui sont écrits avec une certaine calligraphie, avec des chapitres d'histoire, hein, où tout bascule en 1948, puisque là, vous remontez le temps, et ensuite, après, vous égrenez les différents textes et les différentes décisions qui ont été prises pour expulser la population palestinienne. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a une différence de typographie. Tout à fait, que vous marquez par voilà, la différence entre l'histoire avec un grand H, pour reprendre le terme de Pérec, l'histoire avec un grand H et votre petite histoire, on sent bien cette alternance régulière entre la grande histoire. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Et dernièrement, l'autobiographie, enfin la biographie de votre père, c'est aussi votre vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc on considère que ce texte est aussi autobiographique, dans une certaine mesure. Oui, oui. Mais je dirais aussi documentaire, parce que pour moi, qui ai connu la culture du Moyen-Orient par mon histoire professionnelle, je retrouve avec plaisir et je pense un certain nombre de rites, hein, de cultures. Vous expliquez aussi comment, c'est anecdotique, hein, comment peler une orange, puisque votre père était, votre grand-père était aussi propriétaire terrien d'une orangerie, c'est ça? Oui, oui. Donc comment peler une orange, quels sont les plats traditionnels que vous mangez, et tout ce qui fait la culture, en fait, qui sont, dans les cas que vous avez mentionnés, tous ici, en fait, rayés, hein, parce que c'est pas uniquement l'homme en tant qu'entité physique, c'est toute une culture qu'on raye de nos mémoires. Donc voilà, je tenais à mentionner ces aspects que j'ai appréciés dans votre ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Preza. Ça me fait grand plaisir que vous ayez noté ces détails. Parce qu'en fait, ce sont ces détails qui font notre vie de tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que nous mangeons? Il y a une façon de peler une orange pour des gens qui ont des orangeries. Quelle est la langue? Nous parlons en arabe, mais aussi en français, et aussi en allemand, et aussi en anglais. Bon, à l'époque, pas en allemand, mais c'est vrai. Donc je n'ai pas de question particulière, mais je tenais à mentionner votre travail d'écriture. Voilà, je vous remercie, beaucoup. Je vous laisse les élèves, je vous remercie pour votre participation. Je dois partir vers mes propres élèves et j'espère que nous aurons l'occasion, peut-être une année future, de vous écouter également
quand vous aurez grandi, vous pourrez nous parler de la transmission avec votre propre famille. Donc, malheureusement, nous allons devoir clore cette table ronde qui, je crois, a été très riche d'enseignements, des interventions extrêmement précieuses, émouvantes aussi, qui vont nourrir nos cours d'une manière inédite. On en parlera, je crois, encore longtemps entre nous. Puis on reviendra peut-être même vers vous. Merci vraiment. Merci du fond du cœur. Merci. Voilà. Merci.